à tous et merci de nous rejoindre. Ce soir dans Durabilis, nous allons faire la pluie et le beau temps puisque nous parlerons de météorologie. Une science qui étudie les phénomènes atmosphériques comme les nuages, le vent ou les précipitations dans le but de comprendre comment ils se forment et évoluent à travers des paramètres mesurés comme la température, la pression atmosphérique et l'humidité. Ces données, une fois récoltées et analysées, permettront aux prévisionnistes météo de prévoir le temps qu'il fera, comme nous l'explique Nisrine Ben Saïdi dans ce reportage. Vent, pluie, temps ensoleillé ou orageux. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Donc l'observation, c'est un moyen qui est utilisé pour faire la prévision. Il est introduit dans les modèles de prévision numérique du temps. Si on fait une bonne prévision de l'état réel, on peut faire évoluer cet état réel, on donne l'évolution théorique pour demain, après-demain, etc. Les prévisionnistes caractérisent aussi les risques de phénomènes dangereux tels que fortes chutes de pluie ou encore des vents de sable et prennent les décisions relatives à la vigilance par ce qu'ils appellent BMS ou bulletin météorologique spécial. C'est un bulletin qui est transmis suivant des critères bien définis. Alors, il y a des BMS pour le paramètre pluie, d'autres BMS pour la canicule, des BMS vent, des BMS vent de sable, il y a des BMS marines, fortes vagues, fortes houles. Donc il y a différents types de BMS. BMS neige, et chaque paramètre météorologique, on a des critères bien définis qui ont été étudiés suite à une étude statistique pour définir à partir de quel moment on peut émettre un bulletin météorologique spécial. Et aussi, ces critères-là sont en fonction aussi de la position géographique. La météo est une préoccupation quotidienne. Si autrefois on pouvait faire les prévisions météorologiques en se référant au nombre d'étoiles dans le ciel ou encore à la manière dont volent les oiseaux, aujourd'hui l'atmosphère est bien surveillée par d'autres moyens plus technologiques et plus performants. Et pour parler de météorologie et de climatologie, nous avons avec nous M. Sahabi Abed Salah. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes chargé de mission à l'Office national de météorologie. Ouais. Merci de nous accueillir ici au siège de Météo Algérie à Dalbeda. Merci à vous. Alors, Chez nous. merci beaucoup. Alors pour entrer dans le vif du sujet, on parle souvent des changements climatiques et de leur impact sur les phénomènes météorologiques extrêmes. Pour comprendre le lien entre les deux, il faudrait peut-être d'abord expliquer quelle est la différence entre le temps et le climat.
Bon, tout d'abord, pour commencer, donc, il y a une différence énorme entre les deux d'un point de vue scientifique. Parler de la météorologie ou le temps, en général, c'est le temps, c'est une situation moyenne atmosphérique qui est reflétée à travers quelques paramètres météorologiques qui sont mesurés le plus souvent quotidiennement, voire même heure par heure. Entre autres, on trouve la température, l'humidité, les pluies et le vent. Maintenant, parler du climat, le climat, il reflète à peu près une moyenne statistique sur une longue période de plusieurs situations du temps. Donc le climat, c'est une moyenne statistique d'un ensemble de situations atmosphériques sur une période, moyennement parlant, elle peut aller jusqu'à 30 ans, comme le recommande l'Organisation météorologique mondiale. Jusqu'à 30 ans. Jusqu'à 30 ans. Alors justement, concernant ces changements climatiques, comment ils bouleversent notre météo ? Vous savez, pour ce qui est bien sûr le changement climatique, actuellement, il existe des groupes qui travaillent à l'échelle globale et à l'échelle internationale, entre autres le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donc c'est un groupe qui, au sein de lui, se trouve un groupe d'experts spécialistes sur l'évaluation des extrêmes climatiques, c'est ce qu'on appelle le CEREX. Et lui, il essaie de voir à peu près l'impact du changement climatique sur les événements extrêmes ou bien des phénomènes extrêmes, comme par exemple les vagues de chaleur, les inondations, les sécheresses, etc. Donc, partout dans le monde, il existe des régions qui vont connaître davantage de situations d'inondation, de beaucoup de pluviosité, et d'autres, par contre, vont connaître malheureusement des situations de sécheresse sévère, et ainsi de suite. Donc, ce qui fait que partout sur le globe, on ne va pas rencontrer les mêmes impacts de ces effets des changements climatiques. Est-ce que, à la longue, puisqu'on a dit que le climat, ça s'est allé sur une période allant jusqu'à 30 ans, est-ce que ces changements climatiques peuvent bouleverser le climat d'une région? Est-ce que notre climat, par exemple, en Algérie, risque de changer dans 30 ans? On aura notre climat, pas celui du climat doux méditerranéen qu'on connaît. Bon, toujours selon les experts du GIEC, les experts du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui évaluent à peu près les tendances climatiques dans le futur à travers les émissions des gaz à effet de serre, par exemple anthropiques, par exemple, c'est les émissions qui sont émises par l'homme. Voilà. Et à travers cela, il y a beaucoup d'études qui montrent que le climat partout dans le globe va changer et que les températures vont connaître une hausse assez remarquable d'ici par exemple 2050, voire même 2100. Donc à l'état actuel, on ne peut pas parler d'une région simple, mais l'échelle des modèles, elle est beaucoup plus régionale, voire même continentale. Et donc, on va connaître certainement le même sort et il va y avoir certainement également une augmentation de la température, maintenant à des degrés différents. Voilà. Très bien. Alors, on a remarqué ces dernières années un petit peu une sorte de décalage des saisons, c'est-à-dire on a l'hiver qui arrive un peu plus tard, les pluies vers février-mars. Même chose pour l'été, les chaleurs elles arrivent au mois de juillet-août. Est-ce que c'est juste une impression ou bien il y a un vrai décalage des saisons? Vous savez, actuellement, c'est vrai, c'est une impression, c'est ce que ressent à peu près l'ensemble de la population à travers beaucoup de pays, et notamment ici en Algérie, c'est ce qu'on a dû remarquer cette année par exemple. Mais personne ne peut vous confirmer cela, c'est-à-dire le décalage des saisons ou bien les saisons elles-mêmes, elles dépendent de plusieurs facteurs, entre autres les facteurs géographiques, astronomiques, etc. Maintenant, d'un point de vue météorologique, c'est ce qu'on constate actuellement qu'il y a un léger décalage, mais reste à confirmer avec le temps. C'est-à-dire que scientifiquement parlant, on ne peut pas être affirmatif et dire oui, il y a un vrai décalage. On commence à ressentir cela, mais les années qui viendront vont le confirmer. C'est-à-dire que si ça va persister durant une dizaine d'années, c'est qu'il y a vraiment un décalage peut-être. Voilà, il peut y avoir un décalage. Attribuer ce décalage au changement climatique, c'est trop tôt. C'est trop tôt pour le dire actuellement. D'accord, c'est juste une hypothèse. Alors cette année a été aussi marquée par la force du phénomène El Niño. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste ce phénomène climatique, météorologique? Oui, le phénomène El Niño, c'est un phénomène planétaire. Donc c'est un phénomène qui surgit sur les eaux équatoriales du Pacifique équatorial. C'est des eaux tropicales et il se manifeste par une augmentation d'anomalie de la température de la surface de la mer jusqu'à une couche à peu près de profondeur jusqu'à 1 mètre. Donc cette anomalie, elle peut être généralement de 2 degrés
aux cas extrêmes comme on l'a enregistré en 97-98. Donc c'est une augmentation anormale des eaux, de la température des eaux de surface au niveau du Pacifique équatorial et qui se manifeste donc par un couplage océan-atmosphère qui par la suite va générer des conséquences climatiques, entre autres par exemple un ralentissement des vents d'alizé, c'est des vents d'est qui soufflent et ceci va donc générer des pluies, des convections suite à la présence des eaux chaudes, anormalement chaudes, surélevées en matière de température et thermique et énergétique, ce qui va générer donc des convections assez importantes. Et donc la région, entre autres la région du Pérou, l'Équateur, c'est-à-dire de l'Amérique latine, qui sont directement concernés et influencés par ce phénomène, vont connaître cette fois-ci, pendant la phase El Niño, une situation d'inondation, de forte pluviosité. Au même moment, la région ouest du Pacifique, entre autres l'Australie par exemple et l'Indonésie, ces deux régions par exemple vont connaître plutôt des situations de sécheresse. Donc c'est un phénomène qui surgit sur le Pacifique équatorial et qui se manifeste par une élévation anormale de la température. Pour cette année, on s'attend à ce que la température puisse atteindre les 2 degrés au-delà de la normale climatique enregistrée habituelle. Alors, comme justement ce phénomène touche le globe, il nous impacte nous aussi. Alors, quels sont un petit peu ses effets sur notre climat ici en Algérie? Voilà, jusqu'à maintenant, c'est encore au stade de recherche. C'est-à-dire qu'on a observé, quand il y a un phénomène El Niño, il y a un bouleversement de la circulation atmosphérique. Ce bouleversement se traduit assez souvent par une circulation, parce qu'il y a une circulation atmosphérique au niveau du Pacifique équatorial qui entraîne avec elle une autre circulation latitudinale avec ce qu'on appelle les cellules de Hadley, etc. Et donc, quand vous déréglez une situation sur le Pacifique, vu sa vaste région, étendue, etc., donc ce chamboulement va se répercuter également sur les autres circulations atmosphériques et qui vont finir donc par toucher, y compris l'Afrique australe. Mais jusqu'à ce jour, pour ce qui est par exemple de l'Afrique du Nord, le Maghreb, on n'a pas encore confirmé l'impact d'El Niño sur notre zone. Les scientifiques l'ont prouvé qu'il n'y a pas un lien direct, disons, entre les effets d'El Niño sur le climat de la région, même Afrique du Nord. Alors, on l'a vu, ces bouleversements climatiques ont aussi un impact sur l'agriculture. Alors, l'arrivée précoce du printemps provoque des floraisons des arbres fruitiers, ce qui met en danger la récolte en cas de retour du grand froid, sans oublier la sécheresse qui menace la production agricole. Comment les agriculteurs de la Métidja font face à ces bouleversements? Nesline Ben Saïdi a rencontré l'un d'entre eux et voici son reportage. Un hiver qui a tardé à s'installer, un printemps avec des épisodes de température froide, ce cocktail météorologique n'a guère été propice au développement des cultures en Algérie. Des légumes aux arbres fruitiers, en passant par les céréales, la production agricole accuse du retard cette année. C'est dans les hauteurs de la Chefa que nous avons rencontré Tarek, exploitant agricole spécialisé en arboriculture fruitière. Il nous confie que la mauvaise météo risquerait de retarder la récolte cet été. L'arboriculture fruitière, selon d'une variété à une autre, a un minimum d'exigence en froid, en heure de froid, qui est comptabilisé à moins de 7 degrés. Et si on a des variétés qui sont moyennement exigeantes en froid, on est autour de 400 heures de froid, ce qui n'est pas rempli cette année. Et du fait, on est sur un déséquilibre dans le cycle végétatif des plants. Tarek se retrouve victime des forts épisodes de grêle qui ont endommagé son exploitation de nectariniers et de pêchers. Le 3 mars, on a été grêlé. C'est pas un phénomène vraiment lié au réchauffement climatique, c'est un phénomène naturel. Qui arrive, même si c'est rare à la Métidja, mais qui arrive une fois tous les 5-6 ans, on a ce genre d'accident. On a ce genre d'accident qui cause vraiment des pertes, dans le cas de fruits, qui cause vraiment des pertes importantes. La floraison du pommier est dépendante de la quantité de froid. À cause du réchauffement climatique, ses besoins ne sont plus couverts ici à Chefa.
Ils se retrouvent ainsi transférés vers des régions où le climat est plus froid. Le grand problème avec le réchauffement climatique, c'est l'impact sur le fruit, c'est sur l'aspect. Qu'on a un aspect allongé, ça ne sera pas un fruit rond, ça va être un fruit allongé avec un micron qui va vraiment déséquilibrer. Tout ce qui est à haute dormance, tout ce qui est fruits à pépins, pommiers, poiriers, tout ça n'existe plus ici à Mitidja. Hein. Tout ça, c'est déjà sur le haut plateau, sur les montagnes, sur les altitudes. Hein. On ne fait plus de pommes ici à Mitidja. Même la poire, elle est en voie de disparition. L'agriculture est extrêmement sensible au changement climatique qui ne joue pas en sa faveur ces dernières années. Ainsi, des températures plus élevées entraînent des proliférations de parasites, tandis que la modification des régimes de précipitation entraîne une mauvaise récolte. Alors, Monsieur Sahabi, vous le disiez tout à l'heure, cette année a été marquée par une élévation de la température moyenne du globe. Comment elle est calculée, cette température moyenne? Est-ce qu'il y a un point sur le globe qui est une référence, ou bien comment se fait ce calcul? Bon, pour calculer cette moyenne, il y a deux façons. D'abord, il y a l'Organisation météorologique mondiale qui prend en charge cette question. Pour l'OMM, donc il existe à peu près 10 000 stations terrestres et à peu près 7 000 points de mesure sur les navires. Toutes ces mesures sont enregistrées à un temps commun et d'une manière régulière, ce qui fait qu'on a des températures qui sont mesurées d'une manière également régulière et en même temps avec les mêmes moyens de mesure, c'est-à-dire que ces stations sont homologuées et possèdent les instruments qui sont pratiquement uniformes maintenant et standardisés. Donc de ce fait-là, on mesure à travers ces 10 000 points et les 7 000 points de navire toutes les températures et on essaie par des procédés statistiques d'élaborer cette moyenne à travers le globe. Un deuxième volet qui consiste à calculer cette moyenne, c'est la moyenne qui est calculée à travers les modèles climatiques et c'est des modèles qui sont utilisés par les chercheurs et les scientifiques pour, par exemple, le GIEC, comme j'avais dit tout à l'heure. Et eux, ils utilisent plutôt le rayonnement qui est émis, c'est-à-dire que c'est le bilan énergétique de la Terre. Ce que reçoit la Terre comme rayonnement en provenance du Soleil par rapport à ce que la Terre restitue et ce qui reste capté au sein, bien sûr, de notre atmosphère et la Terre. Et là, on fait une différence en matière énergétique et comme il existe des théories, et il y a de la science dedans, bien sûr, qui permettent de convertir cette énergie emmagasinée en température. Et c'est comme ça également qu'on peut évaluer, par exemple, si on accroît, par exemple, un certain taux de gaz à effet de serre anthropique, quelle serait la conséquence en valeur température. Et c'est comme ça qu'on fait le lien entre les deux. Très bien. Alors, Monsieur Sahabi, on parle souvent du potentiel solaire de l'Algérie. Alors, il y a le chiffre de 2000 heures d'exposition par an. Ça atteint même les 3500 heures d'exposition par an dans le Sahara algérien. Comment expliquer ces chiffres? Bon, ces chiffres, vis-à-vis de l'Office national de la météorologie, il existe des stations un peu partout et à travers cela, on peut mesurer éventuellement le rayonnement solaire. Donc c'est un rayonnement, c'est à peu près, on mesure le temps d'ensoleillement depuis le lever jusqu'au coucher du soleil et on peut quantifier ça par heure d'ensoleillement par jour. Et si on va étaler ça sur un an, on peut avoir à peu près une moyenne statistique sur une année d'ensoleillement solaire. Et c'est normal parce qu'il y a plus de couverture nuageuse au nord qu'en Sahara. Donc on s'attend à ce qu'on ait moins d'ensoleillement au nord qu'en Sahara. Puisque le Sahara, le ciel est dépourvu de nuages et c'est normal qu'on en ait plus d'ensoleillement au Sahara. Mais de manière générale, l'ensoleillement en Algérie, il est important. Est-ce que c'est dû à la position géographique de l'Algérie, à une exposition particulière? C'est normal, c'est normal. Par rapport aux pays qui sont peut-être plus au sud, moins exposés. C'est normal, la position géographique de l'Algérie fait en sorte que l'on ait plus d'ensoleillement. C'est normal. Et en plus de cela, le Sahara est connu par son climat. Et il y a moins de nuages fréquents et donc on s'attend à ce qu'il y ait plus d'ensoleillement. Monsieur Sahabi, ma dernière question concerne les tendances saisonnières pour les 3 prochains mois. Je pense que les gens se demandent comment sera notre été, ou du moins le mois de juin qui va coïncider avec le mois de Ramadan. Alors, comment sera notre météo durant les 3 prochains mois, les tendances du mois?
Ok, donc sans trop faire de spéculation, mais par rapport à l'Office national de la météorologie, donc il existe actuellement des bulletins qui sont en phase d'expérimentation et on prévoit pour le moment, mais il faut être prudent sur ces informations-là, qu'on s'attend à ce que le mois d'avril, le mois de mai serait légèrement au-dessus de la normale, c'était un peu plus chaud, question côté température, et pour ce qui est du mois de juin, on aura normalement un mois de juin normal. Normal veut dire que ce qu'on a l'habitude d'observer pendant les mois de juin, statistiquement parlant, ça reflète à peu près la moyenne du mois de juin sur une longue période enregistrée chez nous en Algérie. C'est-à-dire, quelle est la température moyenne justement durant le mois d'avril, mai et juin? D'habitude, les températures moyennes... Bon, les températures moyennes habituelles, c'est ce qu'on a ressenti actuellement, c'est-à-dire c'est ce qu'on est en train d'enregistrer à l'heure actuelle. Mais pour ce 20, 23... Voilà, c'est à température printanière, on va dire. En température, disons printanière. Il n'y a rien de... on ne va pas enregistrer quelque chose d'exceptionnel, mais on s'attend à ce que la température soit une température comme on a l'habitude d'observer pendant les années dernières. Passé par. Et juin, donc, ça sera aussi des températures moyennes. Température moyenne. D'habitude, mois de juin, la température toujours printanière? Non, mois de juin, là, on s'approche vers l'été et donc il va y avoir une hausse de la température naturellement. D'accord. Température moyenne du mois de juin, j'insiste, 25? C'est à peu près 25-26 degrés, comme ça. Donc c'est à peu près 25-26 pour côté précipitation. Donc il va y avoir des pluies. On s'attend à ce que les précipitations soient également normales pour le mois d'avril, mais et pour le juin, on ne peut pas avancer puisque au mois de juin, généralement, on n'observe que rarement les pluies de précipitations. Dans la région. Très bien, merci beaucoup Monsieur Sahabi. Merci d'avoir répondu à la question. Je vous remercie. Alors c'est la fin de notre magazine. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous dans 15 jours et d'ici là, prenez soin de vous et de notre planète. À bientôt. تابعوا ما أريدوا برنامج خلف الصورة.